Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer une mini-série sur les comportements et les erreurs à éviter, tout au long de votre démarche VAE. Il y aura 3 épisodes, le premier porte sur la recevabilité, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à me retrouver juste après le générique. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Vaccar, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et en tout cas, je l'espère, de tout mon cœur, la réussir. Si le sujet vous intéresse, il y a un épisode chaque vendredi, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant. Alors, passons à ces comportements, erreurs, fautes qui peuvent réellement vous empêcher d'obtenir votre recevabilité. Je ne vais pas réexpliquer ici ce que c'est que la recevabilité, vous avez largement l'information sur cette chaîne. Si le sujet vous intéresse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sans recevabilité, pas de projet VAE, donc c'est forcément une étape importante. Sans transition, voici comment je peux dire ça? Oui, les erreurs à ne pas commettre. Première erreur, sous-estimer l'importance de cette étape de recevabilité. Dites-vous vraiment que c'est la première image que vous renvoyez auprès du certificateur auquel vous aspirez. Hein. Soignez vraiment votre approche. Ça passe bien sûr par respecter le cadre qu'on vous demande. Alors, certains certificateurs vont vous demander un cadre très rigide, très strict. Respectez-le. D'autres sont un peu plus comment j'allais dire, je m'en foutiste du tout, mais excusez-moi, le mot ne vient pas, plus ouverts, en tout cas, dans le cadre, et du coup, ne vont pas vous en demander un en particulier, vont simplement vous demander quelques éléments. Quoi qu'il arrive, respectez toujours la consigne finalement, et ce que vous demande le certificateur. Et puis, au-delà de ce cadre-là, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'essayer de simplifier la vie de la personne qui va vous lire. C'est vraiment un conseil que vous pourrez d'ailleurs appliquer dès le dossier VAE aussi, enfin en continuité sur le dossier VAE, le livret VAE, dont on parlera la semaine prochaine. Mais plus vous allez simplifier la vie de la personne qui va vous lire, plus vous allez essayer de vous mettre à sa place, en lui faisant gagner du temps, de l'énergie, en étant du confort aussi, hein, bien sûr, en étant du coup aussi propre, soigné dans votre approche, évidemment, plus ce sera bien vu, j'imagine, de la part du certificateur. Ne considérez pas non plus que c'est une étape qui est purement administrative. C'est souvent une erreur que les candidats font. Ils se disent, bon voilà, je dois donner des preuves comme quoi j'ai 1607 heures en lien avec le diplôme. Quand on les a, voire quand on a beaucoup plus, on bâcle un petit peu ça. Non, c'est pas purement administratif. Bien sûr qu'il y a une part administrative et il faut évidemment la respecter. On est en France, hein, il y a quand même des petits CERFA, des choses comme ça. C'est la règle. On joue le jeu parce qu'on n'a pas le choix. Mais au-delà de cette partie-là, c'est aussi une étape qui est très motivationnelle. Il va falloir expliquer votre projet, motiver votre démarche, démontrer qu'elle est réfléchie, que vous ne vous lancez pas parce que vous avez vu de la lumière, que vous savez à quoi vous attendre, vous savez à quoi ça correspond la VAE, la démarche, la durée, la difficulté, et vraiment ça va aussi rassurer le certificateur déjà sur votre niveau d'information, mais aussi sur votre professionnalisme finalement, parce que c'est arriver préparé, c'est déjà une victoire. Deuxième erreur, je la partage très souvent, mais je me dis que vous allez voir, ça sera dans les 3 vidéos, hein, 3 semaines, 3 fois. Je ne le dirai jamais assez parce que c'est vraiment un des axes fondamentaux de la démarche de VAE. La deuxième erreur, c'est de ne pas tenir compte de votre référentiel du diplôme. C'est le cœur de la démarche, j'en parle systématiquement, rien ne sert de parler de compétences qui ne concernent pas directement votre diplôme, non pas que c'est pas intéressant, que finalement que vous sachiez faire d'autres choses, mais c'est
aussi pour démontrer que vous avez compris que la démarche de VAE, l'esprit de la démarche de VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience en lien avec un diplôme. Donc si vous préparez un diplôme de menuiserie, ne me parlez pas de cuisine. Si vous préparez un diplôme de management, n'allez pas forcément parler de la partie technique de votre métier, quoi. Le certificateur, ça l'intéresse pas dans le cadre de cette démarche de VAE, parce que lui, ce qu'il veut, c'est voir que vous avez compris que ce que vous allez faire valider, c'est les compétences en lien avec le diplôme. Donc ça peut être un peu frustrant. Après, ne soyons pas non plus rigides, restons souples et agiles. Faites attention. Si vous avez parfois des compétences qui ne concernent pas directement le diplôme, mais en essayant de réfléchir un petit peu, peut-être que vous pouvez vous dire ah bah oui, il y a un lien finalement si on y réfléchit. Par exemple, dans le CV VAE, moi je recommande toujours de parler des hobbies. Voilà, parce que déjà, c'est aussi vous donner un éclairage sur la personne que vous êtes. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites du sport collectif, à un moment, il y a un lien, parce que avec par exemple une problématique de management, une problématique d'animation de projet, peu importe, parce que du coup, vous savez faire de la communication, créer du lien, avoir un esprit d'équipe, etc. Et ça, c'est des soft skills qui sont transversales et qui peuvent s'appliquer finalement à quasiment tous les domaines, tous les métiers. Donc voilà, c'est un exemple un peu bidon, le sport, pour que vous compreniez, mais j'espère en tout cas que ça fonctionne. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je tourne cette vidéo la nuit parce que je dors pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre. Je vous prie de m'en excuser. Mais du coup, voilà, ça vous donne déjà une trame. Et si jamais il y a besoin de compléments d'information parce que c'est pas clair, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Troisième erreur, vouloir aller trop vite. Ça, c'est le gros problème des candidats. Alors, je peux comprendre que quand on a de la motivation au démarrage d'un projet, on a envie d'aller super vite et d'être à fond et que ça avance, etc. Mais le problème, le risque, c'est qu'aller vite, c'est ne pas prendre suffisamment de hauteur, de recul, d'analyse. Je vous rappelle que la démarche de VAE, c'est d'abord et avant tout une démarche d'analyse de votre pratique professionnelle. Et ben, on n'a pas le même recul si on fait un CV en un jour que si on fait un CV sur 3 semaines. C'est tout, c'est comme ça, parce qu'il y a des choses qui vont vous venir, à partir du moment où vous allez commencer à rédiger, à vous remémorer, il y a des choses qui vont vous venir, il y a des choses que vous allez relire et que vous allez écrire du coup différemment, en vous laissant un peu de temps, c'est vous donner aussi un gage de qualité. Alors je vous dis pas non plus de prendre 12 mois pour faire une recevabilité, c'est pas ce que je dis, mais essayez quand même de prendre le temps de faire les choses correctement. Prendre le temps, c'est aussi vous donner la possibilité d'aller suffisamment en profondeur. Parce que je vous rappelle, y compris dès la phase de recevabilité, que au-delà de ce que vous faites, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous le faites, pourquoi vous y prenez de telle façon, et tout ça en dimensionnant vos compétences, en les contextualisant dans leur environnement métier par exemple, en donnant des repères, notamment chiffrés, qui vont permettre aux certificateurs de comprendre l'étendue de vos compétences. Et ça prend aussi du temps, parce que du coup, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple du management, c'est très flagrant, je le donne souvent ici sur cette chaîne, typiquement, c'est pas la même chose de manager 2 personnes, 2 serveurs, je dis n'importe quoi, dans une brasserie, que de manager dans une compagnie de bus, 300 personnes sur 10 métiers différents avec des conducteurs-receveurs, des agents d'accueil, des responsables de service, etc., etc. L'un ne dénigre pas l'autre, c'est juste des contextes, des environnements de travail qui sont différents, et donc du coup il est important que le certificateur puisse comprendre la portée de vos compétences, l'étendue de vos responsabilités, parce que derrière, il doit ou pas vous attribuer la recevabilité et potentiellement le diplôme. Donc il faut bien qu'il comprenne évidemment ce que vous faites, et évidemment plus ce que vous faites est complexe, difficile, ardu, et plus ça va lui donner envie et et finalement valoriser vos compétences, en tout cas les compétences que vous avez acquises dans votre expérience par rapport à cette démarche. Voilà. Erreur suivante, alors c'est vrai pareil tout au long de la démarche, mais particulièrement en phase de recevabilité, ne pas prouver ce que vous dites. Vous êtes dans une démarche première étape, donc j'ai dit, elle n'est pas que administrative, mais elle est administrative aussi, malgré tout, j'ai envie de dire. Donc, il faut que vous puissiez justifier de votre expérience, et ça c'est très important. Vous avez sur le site ve.gouv, je crois, la liste des preuves
qui vous permettent de justifier finalement de vos expériences professionnelles, etc. Donc, en fonction que vous soyez salarié, indépendant, dans l'associatif, si vous voulez valoriser une expérience associative, etc., etc. Donc, allez bien mettre les bonnes preuves et assurez-vous de la concordance entre ce que vous racontez dans votre CV, dans votre lettre de motivation, dans votre dossier finalement, avec les preuves. Si vous dites que j'ai n'importe quoi, moi, vous avez fait une année de 2017 à 2018, vous étiez, je sais pas moi, opticien, vous travaillez dans une boutique optique, donc 2017-2018, et que votre justificatif de travail c'est du 31, enfin qu'est-ce que je peux dire, du 1er décembre 2017 au 3 janvier 2018, bah c'est pas 2017-2018 quoi. Du coup, ça vous fait finalement qu'un mois d'expérience. Donc faites très attention à être exhaustif et à prouver ce que vous dites avec les justificatifs. Et puis au-delà de ça, dans votre CV, dans votre lettre de motivation, quand vous parlez de vos compétences, c'est-à-dire de ce que vous faites, bah, il va falloir illustrer, donner des exemples, donner de la matière pour prouver finalement que vous avez réellement vécu les situations que vous décrivez. Erreur suivante, je ne sais plus on en est à combien, ne pas se relire. Alors, ne pas se relire, c'est pour moi une erreur fatale. Je considère que, enfin, c'est presque normal qu'on vous donne pas une recevabilité si vous relisez pas. Je pense que quand on ne se relie pas dans un dossier de recevabilité, c'est qu'on n'a pas compris l'importance de l'écrit dans une démarche de VAE. Et ça, je le redis aussi ici, c'est très important. Vous avez vraiment un dossier qui va faire un certain nombre de pages, donc dans la deuxième étape, qui est le livret VAE. Alors en fonction des certificateurs, ça va d'une 50aine de pages, c'est rare, à la plupart du temps une centaine, hein, où on tourne autour d'une centaine de pages. Bah, c'est une culture de l'écrit quoi. Et la culture de l'écrit, ça veut dire sur le fond, sur la forme, pas de faute, une belle présentation, quelque chose qui soit soigné, des phrases qui sont construites correctement, qui sont faciles et agréables à lire, etc., etc. Et donc ça passe dès la recevabilité, c'est un message que vous envoyez au certificateur, je vous l'ai dit dès la première erreur à ne pas commettre. Donc faites attention, relisez-vous et surtout faites-vous relire par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, parce que quand on a le nez dans son truc, au bout d'un moment on voit plus rien. Moi le premier. Et donc, il est très important de vous faire relire déjà par quelqu'un qui maîtrise le français. Donc, vous avez, j'imagine, dans votre entourage quand même quelqu'un qui peut vous relire, que ce soit vos parents, vos familles, éventuellement vos amis, vos collègues de travail, votre responsable éventuellement si vous l'avez tenu informé de la démarche et qui vous soutient. Voilà, et essayez d'aller chercher des gens qui vont pouvoir vous corriger et idéalement, quelqu'un qui n'est pas de votre secteur d'activité, qui n'est pas de votre métier, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être une vision extérieure et de se dire, bah ok, est-ce que toi, tu as compris ce que je voulais dire ? Parce que des fois, comme on est dans notre jargon, dans notre guidon, finalement, on oublie qu'on utilise des termes, des acronymes, des choses comme ça. Et quelqu'un qui est très extérieur va dire, mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi OPCO ? Ça veut dire quoi FIFPL ? J'en sais rien. Ah bah oui, ça veut dire ça. Donc à ce moment-là, traduisez-le pour la commission de recevabilité qui étudiera votre dossier. Voilà pour les grandes erreurs de la phase de recevabilité. Donc vous envoyez tout ça, hein, vous avez fait attention à tout, vous envoyez le tout et vous allez recevoir une réponse. Et là, il y a une autre erreur que parfois on peut commettre, c'est de mal interpréter l'issue de la recevabilité. Je vous rappelle que vous avez 3 possibilités à l'issue d'une étude de recevabilité par un certificateur. Soit il vous dit non, c'est-à-dire vous avez une recevabilité nulle. Soit il vous dit oui, mais attention, c'est la recevabilité partielle, et vous avez sinon un grand oui, c'est la recevabilité totale. Malgré ces 3 choix, vous avez des interprétations qui peuvent être parfois, parce que c'est de l'interprétation, donc c'est de l'analyse de votre part, du jugement, qui peuvent être parfois erronées. Et donc je voulais vous sensibiliser à ça, parce que c'est vraiment une erreur que font souvent les candidats. Si vous n'obtenez pas la recevabilité, déjà, dites-vous que ça n'est jamais dirigé contre vous en tant que personne, parce que j'ai des fois des gens qui peuvent prendre les choses à cœur. Non, c'est souvent qu'il y a eu un mauvais choix de diplôme, une inadéquation entre vos compétences et votre diplôme. Moi, je récupère souvent des gens qui m'ont dit « j'ai pas eu la recevabilité ». Oui, ok, on va regarder ce que tu as envoyé. Ah c'est normal que tu l'aies pas eu, parce que tu n'avais pas compris en fait finalement cette étape-là, et qu'il fallait que tu fasses le lien entre tes compétences d'une part et le diplôme d'autre part. C'est souvent la grosse erreur que commettent les gens.
Donc faites attention à ça. Et puis vous pouvez peut-être, en tout cas je serai vous, je ferai la démarche, demander ce qu'a pêché pour éventuellement reposer un dossier ultérieurement ou un dossier ailleurs auprès d'un autre certificateur sur un autre diplôme. Ça vous empêchera du coup de faire les erreurs, les mêmes erreurs une deuxième fois. Deuxième possibilité, je vous ai parlé de recevabilité partielle. Donc là, le certificateur, il attire votre attention sur un ou plusieurs points de vigilance qui sont importants pour lui, où il se dit, attention, là, à la lecture de votre recevabilité, on a un doute sur le fait que vous sachiez le faire. Donc, ce qu'on attend, c'est d'être rassuré dans la deuxième étape, le livret d'expérience. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ah ouais, mais du coup, ils veulent pas. Non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés là-dessus. Est-ce que tu peux les rassurer là-dessus? Oui, j'ai de l'expérience, machin, finalement, oui, en transition de projets numériques et digitaux, oui, finalement, quand j'ai réfléchi, c'est vrai, on n'avait pas d'extranet et maintenant on en a un, et puis j'ai mis en place et j'ai accompagné avec l'équipe. Ok, ben simplement, on va en parler dans ton livret. D'accord, ok. Donc faites attention à ça. Et puis la recevabilité totale, une grave erreur que les candidats commettent, c'est que c'est pas parce que vous avez recevabilité totale que ça préjuge du fait que vous aurez le diplôme totalement. Voilà. Vous pouvez avoir une recevabilité, vous avez donc le droit d'entrer dans la démarche, mais c'est pas pour autant que le jury va vous dire oui. Et ça, c'est très important de vous le rappeler. Malgré tout, c'est une première étape, elle est indispensable pour vous lancer dans la démarche et du coup pour potentiellement obtenir votre diplôme, donc bravo, malgré tout c'est une belle victoire. Voilà, ça me semblait important d'ajouter finalement cette erreur après l'étude de la phase de recevabilité, évidemment donc au moment où vous avez le retour du certificateur. J'espère que ça vous est utile. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, que ça vous donne, voilà, alors évidemment il y a plein d'autres erreurs, mais j'ai focalisé sur celles que je vois le plus souvent. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter. Pour ça, je vous donne rendez-vous sur notre site internet avec le lien en barre d'infos. Et ça vous permettra de recevoir toujours plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis la semaine prochaine pour continuer notre finalement mini-série de 3 épisodes sur les ne faites pas ça. Et cette fois, on parlera du livret VAE, le gros du gros de la démarche. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse.